trouve que c'est regrettable. Pourquoi c'est regrettable? Parce que au-delà du fatalisme que je passe le temps à combattre, au Sénégal, trop facilement on dit ndogol yàlla, etc., etc., alors qu'il y a des choses qu'il est possible de prévenir. Je pense que si on avait une bonne planification, une bonne éducation des acteurs politiques et des militants, on aurait pu éviter beaucoup de drames de ce genre. Par exemple, si dans les communes, dans les quartiers, on avait des agendas qui font que les cortèges ne se rencontrent pas dans les mêmes lieux en même temps. C'est possible de planifier cet agenda. Ce qui fait que les forces de l'ordre pourraient encadrer les caravanes, n'est-ce pas? Mais chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a eu des frottements entre des caravanes. D'ailleurs, même les journalistes aiment dire ça. Demain, ça va être chaud parce que Benno Bokk Yakaar sera dans le même lieu que Sonko, ou bien que, etc. C'est parce qu'il y a ces choses-là. Et c'est possible d'éviter que les gens se retrouvent dans le même lieu. C'est une question de planification et d'aménagement du territoire. Deuxième chose, c'est une question aussi de manque d'éducation des militants et aussi d'un discours incendiaire que les candidats tiennent en personnalisant trop le débat, en diabolisant l'autre camp et ses affiliés, etc. Ce qui fait que dès que les gens se rencontrent quelque part, c'est déjà « Ah, c'est lui, je le reconnais. Donc, il n'est pas plus fort que moi, je vais l'attaquer, etc. » Donc, je crois qu'il y a cette question d'agenda. Et même s'il le faut, moi, je serais favorable à ce qu'on fasse les meetings dans les stades, c'est-à-dire vraiment dans des zones bien sécurisées. Mais les meetings, entre guillemets, sauvages, là, qu'on fait n'importe où, dans les quartiers, dans les rues, qu'on improvise partout, ça crée des zones de tension. Et il me semble qu'aussi les forces de l'ordre ne sont pas vraiment préparées à gérer les foules des campagnes électorales. Donc on pourrait prévenir ces morts-là. Pour moi, ce n'est pas du tout une chose fatale. Je suis contre cette... On fait des élections depuis combien d'années? Pour l'instant, il me semble qu'on n'a pas tiré les leçons en termes de gestion de foule, en termes d'aménagement, d'agenda, etc. C'est possible que les gens ne se rencontrent pas. Parce que quand il y a des violences, c'est parce que les gens se rencontrent. C'est rare qu'il y ait un meeting et que les gens s'affrontent entre eux. En général, regardez, partout où il y a eu des morts, il y a toujours deux candidats avec ces cortèges. Plus ces milices-là. Quel est le statut de ces milices-là? Mais est-ce qu'on peut se faire sa propre sécurité comme ça? Des centaines de jeunes qui sont recrutés, bien costauds. Certains ont des armes blanches, d'autres peut-être ne dorment pas la nuit. Même les chauffeurs là, ils ne dorment pas assez parce qu'il faut aller rapidement à telle ville, revenir. Il y a des tas de questions qu'il faut discuter. Et je pense que la société civile, justement, devrait engager ce dossier-là. Parce qu'en général, les candidats politiques, ils ne réfléchissent pas sur ces questions-là. Parce qu'ils cherchent les gens, ils cherchent à aller vers les électeurs. Mais la société civile peut prendre du recul pour moi, après, en tout cas, par exemple, cette élection-là, de réfléchir sur ces questions de fond-là, pour qu'on puisse faire des élections pacifiques, civilisées. J'ai donné l'exemple, j'ai dit le Japon, ça fait combien de centaines de millions d'habitants? Ils font des élections. Même pas une égratignure d'un citoyen, des centaines de millions. Nous ne sommes pas capables, avec 6 millions d'électeurs, de faire des élections en ayant moins de 10 morts. La Suisse, ils font des référendums presque tous les 15 jours. Et le lendemain, les gens vont au travail. Qu'est-ce qui nous prend? Et on se targue de dire, oui, au Sénégal, j'ai entendu un professeur de droit dire que le Sénégal organisait des élections municipales avant la France. Prendre le dossier, vraiment travailler sur le dossier, faire des réunions avec les forces de l'ordre, avec les partis politiques, la société civile, mettre en place, c'est pas une feuille de route, un agenda pour que de prochaines élections, parce qu'on va après vers les législatives, après on va vers les locales, c'est toujours le même état d'esprit, donc on aura les mêmes risques. Donc c'est pas normal de faire face aux mêmes risques tout le temps si on est intelligent. Ça s'impose une réflexion sur le format des caravanes, des meetings populaires, hein, privilégier beaucoup plus un aménagement des lieux différents où les caravanes ne se rencontrent pas, et aussi insister sur le fait que les gens fassent des meetings chaque fois que c'est possible dans des lieux sécurisés comme les stades, etc. Et aussi privilégier les débats citoyens entre les candidats, qui permet aux gens de pouvoir comprendre le programme, etc., sans se frotter forcément à un monsieur qui a un couteau derrière le dos dans la rue. C'est possible, par exemple, quand on écoute les gens à la télé, dans les médias, exposer leur programme et faire des débats, ça aussi c'est intéressant. Pour moi, c'est une bonne initiative, mais qui arrive peut-être en retard. Pourquoi avoir attendu qu'il y ait des morts alors qu'on sentait déjà les tensions, on sentait déjà que ces candidats, surtout particulièrement, on sait qu'il y a certains candidats
qui sont beaucoup plus agressifs entre eux qu'envers d'autres. On a vu des caravanes qui sont croisées sans problème. On a vu d'autres caravanes, c'était vraiment des problèmes. Donc, pourquoi le ministre n'a pas anticipé sur ça? Pourquoi les forces de l'ordre, les préfectures n'ont pas anticipé sur ça? Pourquoi, par exemple, c'est pas à Ziguinchor, à Fatick, à Tamba où il y a eu des morts, mais quand même, on ne peut pas me dire que les forces de l'ordre n'étaient pas renseignées. Donc, il y a de sérieux problèmes. Ils devaient être renseignés pour savoir que cette caravane-là sera ici à telle heure, l'autre aussi à telle heure, à quelques minutes près, ils vont se rencontrer. Et que ça risque de chauffer. Qu'est-ce qui a été fait en termes d'aménagement, en termes de planification, en termes d'agenda quotidien? Les autres, on peut leur dire de faire leur meeting le matin et de libérer pour que les autres viennent l'après-midi, quelques heures après. Pour moi, ce travail de fond n'a pas été fait. Et regardez, c'est un indicateur. Pourquoi on a limogé le commissaire de Tamba? Le ministre a dit que oui, il a mal géré cette affaire, etc. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile de trouver un bouc émissaire comme ça? Mais un commissaire de Tamba, est-ce qu'il a assez d'éléments? Est-ce qu'on l'a briefé sur les choses? Est-ce qu'il s'est préparé à temps? Donc, toujours on cherche des boucs émissaires comme ça. Mais je crois qu'il y a des questions de fond. Est-ce que le ministre lui-même avait planifié la campagne en disant aux différentes structures des forces de l'ordre dans les régions et les communes, voilà le comportement que vous devez avoir? Est-ce que ce document existe? Donc, est-ce qu'on peut sanctionner quelqu'un sans qu'il ait déjà une feuille de route qu'il n'a pas appliquée? Voilà des questions de fond qu'il faut poser et qu'on ne pose pas. Il y a eu un peu de cette affaire parce que déjà, il faut réfléchir sur cette question de milice-là. Ce n'est pas seulement dans le domaine politique, même dans le domaine religieux. On voit de plus en plus des marabouts, entre guillemets, des gens influents qui ont des centaines de jeunes qui les suivent avec des tenues, des fois même des tenues qui ressemblent à celles des forces de l'ordre. Donc, c'est quoi le statut de cela? Qu'est-ce que la loi a prévu? Moi, de ce que je sais, la loi a prévu que quelqu'un peut avoir des gardes du corps. Il faut une demande, etc. Mais tous ces gens-là ne peuvent pas être des gardes du corps. Donc, c'est des milices. On peut les appeler comme ça. Mais quel est le statut de ces gens? Et jusqu'à quel niveau on peut les laisser intervenir, soi-disant, pour sécuriser ces groupes-là? Moi, je suis d'avis que ce rôle-là est un rôle de l'État. Donc, quand quelqu'un sort pour faire des caravanes, des meetings, etc., pour moi, c'est seulement à l'État d'assurer les conditions, qu'il fasse une demande pour telle place ou bien pour marcher à tel lieu et que les forces de l'ordre seules soient dans le dispositif sécuritaire. On peut laisser peut-être à la personne, je ne sais pas, là, le chef de parti ou bien le marabout, on peut lui laisser peut-être ces 3 gardes du corps qui sont prévus et il faut en bonne et due forme. Mais sinon, avoir des centaines de jeunes qui disent qu'on est là pour la sécurité, je crois qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et laisser les forces de l'ordre jouer ce rôle-là. Et dans les pays européens, etc., ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Je ne connais pas dans les pays européens bien organisés, d'autres pays, je ne connais pas des gens qui marchent comme ça avec des centaines de personnes autour qui disent nous sommes les milices de ce parti ou bien de ce mouvement. Bien sûr, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes allés le voir dans la société civile pour essayer de, n'est-ce pas, de tempérer, n'est-ce pas, cette déclaration et essayer de trouver une solution pour que l'élection puisse se faire de façon pacifique. Il nous a écoutés, il a dit ses récriminations par rapport au processus et personnellement, je ne peux pas engager toute la société civile sur ce que nous avons dit, mais moi personnellement, en tant qu'observateur, je sais que pas mal de points qu'il a reprochés au processus électoral ont été reprochés au processus électoral avant même qu'il le dise lui-même. D'autres acteurs actuellement sont allés aux élections malgré quelques problèmes qu'ils ont soulignés, que même la société civile a souligné, parce que si vous voyez les observateurs de la société civile, je n'en étais pas, pour le parrainage, il y a eu quand même des recommandations pour dire attention, attention, sur quels critères on a fait ça et ça. Moi-même, à un moment donné, je m'étais dit, mais s'il y a autant de recommandations, est-ce que le processus est crédible alors? Parce que moi, je sais que si on me dit qu'il y a deux recommandations, 2 petits problèmes à régler, je suis d'accord. Mais si on me dit qu'il y a 12 recommandations, quelque part, je me dis, mais qu'est-ce qui reste? Donc, du parrainage et tout. Donc, certains problèmes de fond que pose Maître Wade sont vrais. En tout cas, sont partagés par aussi bien les autres partis politiques que la société civile. Bon, mais maintenant, le problème, c'est qu'on est à un niveau où il y a des candidats qui sont engagés, qui acceptent d'aller à l'élection présidentielle, et même les candidats éliminés, à ma connaissance, sont en train de se ranger derrière d'autres. Donc je me suis dit, c'est quand même un consensus intéressant. C'est quand même, ça permet quand même de pouvoir aller à l'élection. Ben, à part que la donne de Maître Wade maintenant est en train de
de bousculer la chose. Donc il faut vraiment faire en sorte que Maître Wade accepte, n'est-ce pas, que l'élection se passe pacifiquement. Qu'il soutienne, s'il veut, le candidat qu'il veut, ou bien qu'il s'abstienne, qu'il boycotte, c'est des possibilités. Mais vraiment, appeler à des actions violentes, si l'État prend les dispositions pour empêcher cela, forcément on va vers de la violence. On ne peut pas donner tous les détails, parce que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les donner. Souvent à la presse on dit, mais oui, vous cachez les détails. C'est qu'il y a certains détails, quand vous les dites, déjà ça peut compromettre nos stratégies de dialogue. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il a aménagé, n'est-ce pas, des possibilités de dialogue. Quand on a discuté avec lui, il a dit par exemple, il y a certaines choses que j'ai dites, ça n'engage que ma personne. Mais le parti va prendre position demain samedi. Il nous a reçus jeudi, je crois. Demain samedi, le parti va, c'était jeudi, le parti va prendre position, faire une déclaration officielle sur le processus. Nous, on s'est dit, bien, donc ça veut dire que peut-être que le parti peut faire une déclaration qui ne recoupe pas entièrement la position radicale, entre guillemets, de Maître Wade. Et c'est là où on a négocié avec lui pour lui dire, est-ce que vous pouvez nous laisser encore quelques jours et vous suspendez la décision du comité directeur, et là, il nous a accordé cela. Ça veut dire que donc, il n'est pas va-t-en-guerre forcément. Donc nous, on est en train d'exploiter justement ce week-end-là pour voir d'autres partis, quelles sont les lignes qui peuvent bouger. Mais je ne vous cache pas que ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Parce que pour moi, la question fondamentale, je suis en train de me la poser à votre place, pour moi, la question fondamentale, ça va être que comment faire, quoi dire à Wade et au PDS pour qu'ils acceptent que le scrutin se tienne ce jour-là sans perturbation, alors qu'ils considèrent que le processus n'est pas crédible. Et aussi, il y a la question de Karim Wade et de Khalifa Sall qui sont exclus. Même si on les réintégrait, cela veut dire qu'il faut reporter encore l'élection. Il y a la décision de la CEDEAO qui va venir, je pense, le 20. Il a aussi fait référence à ça. Il a dit, et si la CEDEAO dit que ces candidats peuvent être intégrés, Karim en particulier, est-ce que le pouvoir actuel va accepter cette décision, ou bien est-ce que ce que le président a déjà dit en disant que cette décision ne s'imposera pas au Sénégal? Donc vous voyez, ce n'est pas facile. Hein? Beaucoup de points d'interrogation. Beaucoup de choses qui découragent, mais nous n'avons pas le droit de nous décourager en tant que médiateurs.